fonction. C'est moi qui vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez occupé des fonctions ministérielles et traversé aussi des périodes assez difficiles. Surtout après la chute du président Laurent Gbagbo, vous êtes passé à l'exil et pouvez-vous retracer votre parcours professionnel et politique ensuite? Je suis ingénieur dans le domaine des télécommunications. J'ai enseigné pendant 15 ans à l'École nationale supérieure des postes et télécommunications, à l'époque située au kilomètre 4 boulevard de Marseille. J'ai été déporté, c'est le cas de dire, à cause de mes convictions politiques à San Pedro pendant 3 ans. Je suis revenu et j'ai occupé la fonction de directeur adjoint du département des lignes. J'ai obtenu ce poste-là à la suite d'un appel à candidature. Et après, le 24 janvier 2001, il a plu au président Laurent Gbagbo de me nommer ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information. Tout à l'heure, vous avez dit que vous avez été déporté. Le terme n'est pas propre. À cause de notre activisme politique, il y avait moi-même, Afi Nguessan et bien d'autres camarades, et en une nuit, l'école a été fermée et nous avons été déportés dans les différentes villes de la Côte d'Ivoire. Moi à San Pedro, Afi à Boaké, d'autres à Korogo, et puis d'autres à Daloa, et ainsi de suite. Donc l'école a été fermée et nous avons été déportés, c'est le cas de le dire, parce que c'est un jeudi que j'ai appris que j'ai fait affecter à San Pedro et que 3 jours après, je devais prendre service là-bas. Donc j'avais toute ma famille à Abidjan et donc je suis resté pendant 3 ans pratiquement en déportation, c'est le cas de le dire. Le terme n'est pas fort. Donc vous avez été ministre en 2001. 2001, ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information. Et je suis resté au gouvernement pendant 3 ans. Je suis sorti du gouvernement après les accords de Makoussi, et c'est avec Ahmed Bakayoko que j'ai fait la passation de service. C'est comme ça que je suis parti du gouvernement. Parlez-moi de votre parcours politique. Mais le parcours politique, alors, je me suis engagé en politique en 1984. Comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, j'étais enseignant à l'école supérieure des postes et télécommunications, et donc chaque année on allait à peu près en France parce que c'est un domaine technique et ça nécessitait beaucoup de compétences là. Et c'est un jour à Paris, j'étais dans une librairie et je vois un livre Laurent Gbagbo pour une alternative démocratique. J'ai un peu tiqué parce que Laurent Gbagbo était pourchassé, il était en exil, et donc j'étais même curieux de voir que son livre était dans une librairie. Et donc j'ai acheté le livre, un jeudi. J'ai lu le livre le jeudi, vendredi, samedi, et j'ai fini toutes les pages, et j'ai commencé à chercher Laurent Gbagbo à Paris. C'est comme ça que je suis rentré en contact avec un ami de lycée, Bikalobi Thierry, qui a été après directeur général de l'imprimerie nationale. Et c'est lui qui m'a indiqué qu'il y avait un mouvement qui était créé, le mouvement d'initiative des droits démocratiques. Donc j'ai assisté à une de leurs réunions, et après ça, on m'a mis en contact avec la cellule ivoirienne qui était en clandestinité, et je suis venu, j'ai pris contact. J'en ai parlé à mon ami Afi, qui était à l'école aussi comme moi, et donc nous avons créé notre comité de base clandestin, et nous avons commencé à lutter. C'est comme ça que je me suis engagé, vraiment de manière frontale dans la lutte. Et c'est le livre de Laurent Gbagbo, tout ce que j'ai lu dans ce livre-là, tous les enseignements qu'il donnait, la vision qu'il avait dégagée, et dans ce livre-là, c'est ça qui m'a mené à la politique. Et vous êtes rentré en Côte d'Ivoire, oui. Petit à petit, le parti est sorti de la clandestinité, puis vous êtes parti aux différentes élections. Oui, alors j'ai tout suivi dans la clandestinité. Je dois dire au passage que dans le comité de base clandestin, vous avez 4 personnes. Et j'en ai créé d'autres, moi aussi. Et on donnait à peu près 25% de nos salaires à la fin de chaque mois, chacun. Et on donnait ça à la cellule qui organisait tout cela. Une partie était envoyée pour que la lutte puisse continuer. Et quand Laurent Gbagbo est revenu d'exil,
En 88, il y a eu le congrès clandestin dans la palmeraie de Dabou. On était au courant et on s'était organisé. Certains devaient partir, d'autres devaient être en embuscade parce qu'on ne savait pas comment les choses allaient se terminer. Actuellement, ça s'est mal terminé avec le camarade Anaki Kobena innocent. Et donc, c'est comme ça que nous avons suivi jusqu'en 90 maintenant, lorsque nous sommes arrivés au retour officiel de la Côte d'Ivoire au multipartisme. Je dois dire que c'est ce jour-là, lorsqu'on a déclaré que la Côte d'Ivoire était revenue au multipartisme, lorsqu'on arrivait chez le secrétaire général d'alors, Laurent Gbagbo, chacun avait deux doigts comme ça, le signe de victoire. On venait d'avoir le retour au multipartisme. Et donc, le signe de ralliement du FPI à l'époque, c'est ce jour-là que ce signe a été créé. Victoire, parce qu'on venait d'obtenir le multipartisme, parce que ça faisait partie de ce combat, ça faisait partie de toutes les déclarations qu'il faisait, de toutes les publications qui avaient été faites durant son combat, c'était de retour, parce qu'on était contre la pensée unique, et donc on venait d'obtenir ainsi la victoire. Et donc, en 90, le congrès s'est tenu les 14, 15 et 16 septembre, là, et les organes ont été mis en place. C'était un secrétariat général de 15 personnes, et puis un comité central de 35 personnes. Je faisais partie, j'étais membre du comité central. D'accord. Quand on parle de la clandestinité, c'est vrai, c'est de l'histoire, mais comment est-ce que vous avez vécu cette clandestinité avant de venir au multipartisme? C'était facile, c'était difficile, nous étions tous formatés à l'idée que ce que nous faisions là allait aboutir un jour. Donc, lorsqu'on finissait de faire une réunion, on avait des noms d'emprunt. Moi, je m'appelais Koubo à l'époque. Comment? Koubo. Voilà. Et certains s'appelaient Messa, et ainsi de suite. Je crois que la fille s'appelait Messa, et donc c'est comme ça qu'on faisait. C'était assez, je ne dirais pas amusant, mais ça nous enchantait. Parce que nous savions que les actes que nous posions là allaient être débouchés sur quelque chose de très fort pour la Côte d'Ivoire, pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Donc on faisait ça. On avait des noms d'emprunt, on faisait des réunions. Si on te dit qu'aujourd'hui on fait une réunion à Port-Louis, ça veut dire que la réunion doit se tenir à Yopougo. Si on dit que la réunion devait avoir lieu à 16h, ça veut dire que depuis 2 heures avant, on avait déjà fini la réunion et c'était un jour avant. Donc on avait des astuces comme ça, et on passait. Lorsqu'on sort d'une réunion, on ne part pas dans la même direction, chacun prévient, ainsi de suite. Et donc ça nous amusait et nous enseignons ça au niveau, celui que nous mettions en place. J'ai mis en place plusieurs sections. Il y a beaucoup de camarades que je vois dans le parti. Et à l'époque là, leur comité de base clandestin avait été mis en place par nos soins. D'accord. Monsieur le ministre, votre fidélité à Laurent Gbagbo est remarquable selon les témoignages que nous avons vus. Qu'est-ce qui vous a poussé à rester à ses côtés malgré les épreuves qu'il a connues? Sa chute en 2010, la prison à Colombo, sa déportation à La Haye, son retour difficile en Côte d'Ivoire et la mise sur pied de son nouvel appareil politique, le PPACI. Alors, comment vous expliquez votre fidélité? Alors, je vous ai indiqué tout à l'heure comment je suis arrivé à la politique. Mais ce sont les idées de Laurent Gbagbo qui m'ont amené. Les idées qu'il a défendues de justice, de liberté, de solidarité. Et c'est toutes ces idées-là. Et j'ai vu que c'était un homme qui était constant, qui était résilient, comme vous l'avez dit. Et là, et ce sont toutes ces qualités-là que j'ai retenues. C'est-à-dire son rapport, par exemple, avec l'argent. Et il nous disait comme ça, je suis Laurent Gbagbo, j'ai des problèmes, je peux avoir des problèmes d'argent, mais j'ai des problèmes d'argent, mais je n'ai pas de problème avec l'argent. Et ça j'ai retenu ça jusqu'aujourd'hui. Donc il a défendu un certain nombre d'idées. Il était à la base du retour de la Côte d'Ivoire à la démocratie. Il a mis le niveau de la démocratie à un niveau tel que il m'a inspiré et je n'ai pas voulu le lâcher. Je n'ai pas voulu le lâcher parce que c'était une cause commune. Lorsque nous étions dans la clandestinité, moi on écrivait des tracts, on allait distribuer. Si on vous arrête, on peut vous... À l'époque, c'était le parti unique, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Et donc, nous avons pris beaucoup de risques. Il est même venu une fois à l'école de PTT au kilomètre 4 avec le frère
Khalifa Touré, nous avons fait une réunion ensemble, donc on a pris beaucoup de risques. Mais le combat n'est pas terminé. Parce que là où nous avons mis la barre aujourd'hui, lorsque nous voyons ce qui se passe aujourd'hui, la barre, ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut relâcher. Voilà. Et donc quand on parlera tout à l'heure de l'exil, mais quand nous étions là-bas, nous l'avons soutenu. Donc ce n'est pas au moment où il est dans la difficulté, mais c'est à cause de nous tous qu'il était là-bas. D'accord. Nous allons parler tout à l'heure de cela, mais je vais revenir un peu sur ce que vous avez dit par rapport au rapport que le président Laurent Gbagbo avait avec l'argent. Parce que, donc, vous n'êtes pas vraiment étonné quand la Cour pénale internationale a dit qu'il était dépourvu d'argent pour son procès. Cela ne nous a pas étonné. Mais ça ne m'a pas étonné, parce que c'est un homme qui avait un idéal et qui, je vais vous donner par exemple un exemple. Nous étions au gouvernement, il était question de choisir les responsables des régies financières. Vous voyez dans un pays ce que c'est que les régies financières. Voilà. Il a demandé au Premier ministre Afi de prendre un cabinet et de faire une consultation. On a fait la consultation. Et ce jour-là, le conseil des ministres est tenu à la résidence. Quand Afi a présenté, il dit au niveau de la douane, voici le premier, deuxième, troisième. Au niveau des impôts, le premier, deuxième, troisième. Au niveau du trésor, le premier, deuxième, troisième. Si c'était d'autres présidents, ils allaient faire des calculs. Si les trois qui sont choisis là, c'est ce qu'on appelle le short list. Donc il avait la possibilité de prendre celui qui est plus bas ou celui qui est plus haut en tenant compte d'autres objectifs. Mais il ne s'est même pas préoccupé de ça. Il a dit, on prend les trois premiers. C'est comme ça que Fékissé a été pris, Charles Kofi Dibi a été pris, et puis Nyamia Ougoran a été pris, Nyamia Konan a été pris au niveau de la douane. Si c'est quelqu'un qui était attaché à l'argent, il allait voir celui qu'on va prendre là, est-ce que j'aurai des affaires à faire avec lui et non? Non, pas du tout. Mais est-ce que ce choix ne va pas porter préjudice? Non, je pense que la vision qu'il avait de la gestion d'un État commandait qu'il procède de cette façon. On n'avait pas... Et nous qui sommes autour de lui, c'est comme ça. Hein. Je vous donnerai un exemple. Je suis rentré comme ministre de la Communication, je devais choisir un DAF, directeur des affaires financières. J'ai demandé le CV dans le service et on m'a envoyé le CV de... J'ai trouvé que le CV de Lignon Mongador Série était très bien. Je l'ai pris. Mais dans le CV, j'ai vu qu'après qu'il était membre du conseil municipal de Grand Vatry, qui était dirigé par le PDCI. Si moi je voulais faire des affaires, essayer de faire, j'allais chercher que c'est quelqu'un qui est du PDCI, mais pas le retenir. Mais Laurent Gbagbo est comme ça. Il avait une vision de la Côte d'Ivoire que nous ne voyons pas ici. Et jusqu'à aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, nous avons cette même vision. Nous avons toujours cette vision parce que quand nous nous engageons en politique, il faut avoir des valeurs. Il faut avoir des valeurs. C'est par rapport à ça. Tous ceux qui ont été pris, que ce soit Fékissé, que ce soit Dibi, que ce soit, c'était des cadres compétents. Nous étions dans la période où c'était le budget sécurisé, il fallait que les ressources rentrent, donc les gens faisaient le travail. Et c'était les meilleurs, donc ils ont fait le travail correctement. On n'a pas regretté parce qu'il avait une vision de la politique, de la gestion de l'administration, qui dépassait tous les autres usages. Okay. Voilà. Parlons maintenant de la situation politique actuelle. La radiation du candidat du PPACI a suscité de nombreuses réactions. Quelle est votre analyse sur cette décision? On en a parlé beaucoup, mais il faut toujours revenir là-dessus. La radiation du nom du président de la liste électorale est une grosse injustice. C'est d'ailleurs pour ça qu'au niveau de la direction du parti, nous avons décidé que ce soit lui notre candidat. Parce qu'il ne peut pas avoir consacré toute sa vie à lutter contre l'injustice et sortir de la scène politique sur une note d'injustice. C'est une note d'injustice. Personne ne peut comprendre en Côte d'Ivoire et en Europe pourquoi le nom de Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste. Tous les arguments qui ont été développés, la justice, et tout ça, c'est ce qui nous amène aussi à lutter. L'instrumentalisation de l'appareil judiciaire dans un pays, c'est grave. C'est cette instrumentalisation de la justice, c'est ça qui fonde notre combat. Voilà. Si tout a échoué dans un pays, il faut au moins que la justice soit le rempart, soit le recours.
Et ce qui se fait à Laurent Gbagbo, c'est ça qui justifie notre combat. Nous ne sommes pas d'accord avec ça et nous ne pouvons pas accepter. Alors, monsieur le ministre, face à cette situation d'injustice que vous connaissez, quelles sont les actions du PPACI, votre parti, pour mobiliser ces militants? Chez nous, au bureau, il y a un proverbe qui dit que le chimpanzé dit que Dieu a fait ses bras hackés, c'est pour se battre. C'est pour ça que dans la bourse, là, tout ce qu'il rencontre, les chimpanzés foncent. Si nous avons choisi d'être dans un parti qu'on appelait le FPI et au PPAC ici, c'est que nous avons accepté de nous battre. Et nous allons nous battre. Et nous avons montré ici en Côte d'Ivoire que nous avons même vaincu Guy Robert qui était à la tête d'un gouvernement militaire. C'est les arguments, nous allons mobiliser la population contre cette injustice-là. Il n'est pas normal que Laurent Gbagbo, à qui on a fait subir tous les torts, qui a fait près d'une dizaine d'années en prison, qui a été blanchi et qui est revenu, qu'on imagine une faute pour nous coller des délits qu'on ne peut pas accepter, du braquage de la BCA qu'on ne peut pas accepter. Moi qui vous parle, je faisais partie des 13 personnes qui ont géré la crise en 2010. C'est nous qui faisions les réunions de 18h jusqu'à 2h du matin. Toutes les banques françaises sont fermées. Quelles sont les succursales qu'il faut ouvrir pour que les fonctionnaires soient payés? C'est nous qui avons imaginé ça. Et c'est ce terme-là qu'on dit qu'il a braqué la BCA. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire le moyen que nous avons l'habitude de développer. Nous allons mobiliser la population. C'est même pas aujourd'hui là. Dans un parti politique, les militants ne représentent que 4% de la population. C'est la population ivoirienne qui n'est pas d'accord avec ça et que nous allons mobiliser pour que les tenants du pouvoir là notent qu'ils n'ont pas autre chose à faire que de mettre son nom sur la liste. Lui et tous les autres qui ont été rayés de la liste. Ce n'est pas normal. Dans un pays que des gens choisissent ceux avec lesquels ils doivent aller, comme on appelle, compétir. J'ai vu l'autre jour à la télévision un ministre, Touré Mamadou, qui disait, ah oui, mais s'ils ne sont pas là, il y a Simon Gbagbo qui peut être candidat, il y a Billon qui peut être candidat, c'est vous qui choisissez ceux que vous devez affronter. Non, nous ne sommes pas d'accord. Nous et la population ivoirienne que nous allons mobiliser. Et c'est pour ça que nous avons lancé le mouvement Trop c'est trop, et nous allons fédérer tous ceux qui en Côte d'Ivoire sont en train de subir la gestion désastreuse du pouvoir RHDP. Nous allons les mobiliser pour que nous puissions faire un front contre cette injustice-là. D'accord, mais je crois que c'était au dernier comité central que le président avait décidé, avait donné des instructions au PEX, c'est-à-dire au président exécutif, pour pouvoir mettre ce mouvement-là en chantier. C'est ça. Mais depuis là, est-ce qu'on sent de l'engouement par rapport à ce mouvement? Mais nous sommes en train de nous organiser. Nous sommes un parti très organisé. Je vais vous dire que si nous avons pris le pouvoir en 2000, devant une jeune militaire, c'est parce que précisément nous sommes organisés. Et nous sommes organisés depuis la clandestinité. Donc, nous ne sommes pas au hasard. Ceux qui sont au pouvoir là ont le devoir de faire en sorte que les choses avancent. Quelquefois, je me demande, Laurent Gbagbo était en train d'écrire un livre, le titre c'est « La politique est un métier ». Si vous avez choisi de faire la politique, il y a des choses que vous ne devez pas faire. Donc, ils vont nous entendre. Nous sommes en train de nous organiser. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a deux situations qui sont carrément différentes? Il y a l'avant 2011 et l'après 2011. Les choses ont changé. Les appréhensions, les compréhensions des populations ont changé. Est-ce que vous pensez que ce mouvement-là va pouvoir prendre devant ce régime? Mais c'est précisément ça. Nous avons le devoir d'expliquer à la population ivoirienne ce qui se passe. C'est pour ça que nous lançons un mouvement Trop c'est trop. Les Ivoiriens qui voient aujourd'hui la gestion calamiteuse, désastreuse de ce régime-là, doivent comprendre qu'ils n'ont pas d'autre solution que de se joindre à nous pour que nous puissions poser des actes qui vont faire réfléchir et les gens vont essayer de bouger. Nous allons faire, nous n'avons pas d'autres ressources que d'arpenter les rues,
d'arpenter les maisons, de voir les différentes organisations, les structures qui sont aujourd'hui en conflit. Là, nous avons le devoir d'aller expliquer. Et c'est ce que nous faisons, nous avons toujours fait, et c'est ce que nous allons continuer de faire. Monsieur le ministre, toutes ces actions ont un seul objectif, c'est aller aux élections présidentielles de 2025 et les gagner. Alors, à votre avis, quelles sont les conditions nécessaires pour une élection apaisée en Côte d'Ivoire? Il faut qu'on soit d'accord que la commission électorale doit être véritablement indépendante. On a démonté, Maître Abiba, qui dirige la CEF, a fait des dizaines de vidéos pour démontrer que cette commission électorale-là n'est pas indépendante. Mais la démocratie que nous sommes en train de construire, il faut aller vers ça. Mais quand nous étions aux affaires, mais la CEI était dirigée par l'opposition. L'opposition était majoritaire à l'intérieur de la CEI. Mais c'est parce que vous sortiez du Marcoussi et que cela vous avait été imposé. Vous n'avez pas fait de propriété du cœur. Oui, mais je note que la CEI, ces mesures nous a été imposées, nous avons accepté, parce que les différents responsables, c'est nous qui les avons désignés. Voilà. Je veux dire qu'il faut qu'il y ait une volonté politique de faire en sorte que nous allions à des élections apaisées. Ça commence d'abord par la CEI. Mais deuxièmement, il y a la liste électorale. On a décrit, on ne peut pas aller à des élections transparentes. Avec cette liste électorale-là, on a décrit tout ce qu'il y a sur la liste électorale, tous ceux qui devaient être sur la liste et qui ne sont pas sur la liste électorale. On a parlé dernièrement de la révision des requêtes. Je vous donnerai un exemple. Issa Malik Koulibaly, qui est le président de l'inspection de notre parti, avec ses amis, ils ont fait le tour de toutes les régions du Nord, près de 6 à 7 régions. Ils ont des requêtes. Ils veulent aller déposer les requêtes au lieu indiqué. C'est dans une seule région, dans le Poro, qu'on a accepté qu'ils déposent. Ça ne veut pas dire qu'on va donner une suite favorable à ça, mais les autres régions, on a totalement, par ruse, refusé qu'ils déposent le liste. Alors, on est dans un pays, si on ne peut même pas déposer une requête pour la révision de la liste électorale, c'est demain, là, aux élections présidentielles, qu'on va laisser les scrutateurs aller dans les bureaux de vote. On ne peut pas accepter ça. Donc, aujourd'hui, nous sommes là. Tout le monde voit ce qu'il faut pour qu'il y ait des élections apaisées. Mais ceux qui dirigent, ceux qui tiennent les manèges de l'État, il faut qu'ils se soumettent à cela. C'est pour ça que je demande pourquoi les gens s'engagent en politique. Vous vous engagez en politique pour le bien de la population. Vous ne pouvez pas vous engager en politique et tous les 5 ans, tous les 10 ans, il y a des élections, il y a des métiers qui meurent. Ce n'est pas une fatalité en Côte d'Ivoire. Donc, les conditions pour aller à des élections apaisées en Côte d'Ivoire, il faut que tous ceux qui n'ont pas le droit d'être refusés sur la liste électorale soient sur la liste électorale, Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Il faut que la CEI, que nous essayions de voir quel est le format qu'il y a pour qu'elle soit indépendante, il faut que nous ayons l'audit de la liste électorale. S'il y a près de 4 millions de personnes qu'on devait mettre sur la liste électorale et que la CEI même déclare qu'il y a moins d'1 million, les autres, comment on fait? C'est des Ivoiriens. Voilà, donc les conditions pour qu'il y ait des élections apaisées, nous avons décrit chaque jour, assez longtemps, ces conditions-là. Il appartient au pouvoir de faire en sorte que nous puissions nous asseoir au pouvoir donner une suite à cela. En tant que les témoins du pouvoir, tout ce que vous venez de dire sont des vœux pieux. Parce que nous sommes à quelques mois de l'élection présidentielle. Est-ce qu'il y a encore le temps de pouvoir faire tout ce que vous venez de dire, la liste électorale? Le temps, c'est nous qui nous donnons le temps. Au risque de passer la date. C'est nous qui nous donnons le temps. Si nous sommes en main, s'il y a une volonté politique pour que les choses puissent avancer, on peut se retrouver dans le mois de mai. Et puis avoir un accord minimum, un consensus qui se dégage sur un certain nombre de choses. Il faut la volonté politique. On ne peut pas diriger un pays avec de la ruse. Voilà. Il devait y avoir une révision de la liste électorale, c'est ce que la loi dit.
Mais quand un président de la République prête serment, c'est pour respecter la Constitution, c'est pour respecter les lois qu'il y a. On peut se donner le temps de faire, s'il y a une volonté politique à le faire. Mais il faut qu'on retienne bien qu'on ne peut pas aller à des élections dans ces conditions-là. Un candidat qui élimine tous les autres candidats, qui par la ruse a une liste électorale qu'elle a taillée sur mesure, un candidat qui a une commission électorale qui lui est totalement dépendant, on ne peut pas aller à des élections comme ça. Nous avons tous apprécié. Voilà. D'accord. Alors, pour le PPACI, ce n'est pas à discuter, Laurent Gbagbo sera candidat et il ira aux élections présidentielles de 2025. Alors, quel est le message que vous lancez aux militants et à la population ivoirienne par rapport aux élections qui approchent? Notez ceci, quand nous disons que Laurent Gbagbo est notre candidat et il doit aller à ces élections-là, mais c'est parce que nous estimons qu'on ne peut pas voir les choses autrement. Sinon, c'est une injustice. Et nous ne pouvons pas nous inscrire dans la consécration d'une injustice en Côte d'Ivoire. Donc, que les militants, que la population ivoirienne retiennent que nous avons le devoir de faire en sorte que là où nous avons lutté, nous avons mis la démocratie là, il n'est pas normal que des gens rabaissent ça jusqu'à autant de partis uniques. Donc nous invitons la population ivoirienne à la lutte. Nous invitons la jeunesse ivoirienne à la lutte pour que les conditions soient réunies, pour que les élections soient apaisées dans notre pays. Ce n'est pas une fatalité que d'aller à des élections où il y a des morts. Nous ne nous inscrivons pas dans ce registre-là et nous invitons la population ivoirienne, les jeunes et tout le monde à